Bon, parfait. Je pense que c'est fermé automatiquement quand tu as parti l'enregistrement. Donc, je suis de retour. Alors, je vais être quand même brève là, pour me présenter, mais je suis très contente d'être avec vous ce midi, puis je vais rester avec plaisir à échanger ou enfin plus écouter votre échange par la suite. Alors, je m'appelle donc Nadine Larivière, effectivement. Je suis ergothérapeute et professeure en ergothérapie à l'Université de Sherbrooke. Je suis affiliée à 2 centres de recherche à Sherbrooke et à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et puis, je vais débuter mon partage d'écran sous peu parce qu'aujourd'hui, on a pensé à moi pour vous parler d'un de mes champs d'intérêt importants dans les dernières années concernant les gens vivant avec un TPL. Ça peut être d'autres troubles de personnalité aussi, là, mais l'accent va être plus mis sur le trouble de personnalité limite ici, mais sur leur participation au travail. Donc, c'est de ça que je vais vous parler ce midi. Alors aujourd'hui, mon emphase pendant ma vingtaine de minutes va être de vous brosser un portrait de ce que les écrits nous disent concernant des facilitateurs et des obstacles à la participation au travail de personnes avec un TPL. Puis, je vais faire ressortir pour vous des thèmes importants, puis des stratégies d'accompagnement porteuses qui sont vraiment trans-approches, là, mais qui permettent de soutenir l'intégration en emploi des personnes avec un TPL. Et juste vous dire que ce que j'ai en tête et ce dont je vais vous parler, ce sont les personnes avec un TPL qui ont un lien d'emploi puis qui pourraient être en retour dans leur emploi ou des personnes avec un TPL sans emploi qui intégreraient un nouvel emploi. Donc, tout ce que je vais vous dire s'applique qu'on ait ou pas un lien d'emploi. Donc, je vais débuter par vous résumer les défis principaux dans la participation au travail quand on vit avec un TPL en fonction là, des écrits, mais je suis certaine que ça va faire résonance avec ce que vous observez. Alors, si on faisait un portrait type, ce qui ressort bien souvent, c'est que pour beaucoup de personnes qui vivent avec un TPL, quand elles ont à être en action pour se trouver un emploi, bien, comme on peut connaître toute leur énergie, bien, elle va être mobilisée dans ce que la personne aura à faire pour ses démarches d'emploi, d'entrevue, puis d'obtention d'un emploi. Ce qui va rapidement se produire une fois dans le contexte du milieu de travail, c'est une réactivation des différents symptômes du TPL et leurs habiletés de maintien à l'emploi vont être mises à l'épreuve quand même assez rapidement. Et dans la manière que les personnes peuvent composer avec le tout, en claquant la porte rapidement, en s'absentant fréquemment, par exemple, en étant dans des situations plus conflictuelles. Bien, tout ça va amener pour la personne avec un TPL d'avoir vraiment une relation chargée émotivement par rapport à la sphère professionnelle. Parce que d'un côté, c'est une sphère de la vie valorisée et valorisante, donc source de succès, mais aussi c'est chargé dans leur bagage d'expériences négatives et donc ça va aussi amener de la souffrance. Alors, ce qu'on va voir souvent, c'est une histoire professionnelle qui va être fluctuante entre des périodes en emploi, des périodes au chômage, des changements fréquents d'emploi, d'orientation professionnelle. Et les études longitudinales, ce qu'elles tendent à nous dire, c'est que entre 45 et 50 des personnes qui vivent avec un TPL vont vivre de pensions d'invalidité. Alors, si on regarde, on voit que c'est donc une sphère de la vie qui bien, est importante pour les personnes. Elle est difficile à maintenir ou même à bien fonctionner pour un nombre important de personnes avec un TPL, mais elle est vraiment au cœur dans les études qualitatives. Cela ressort comme
un projet de vie, une cible qui est importante pour soutenir leur rétablissement ou leur processus de rétablissement. Sur un autre angle, dans une de nos études, les personnes avec un TPL, ce qu'ils nous disaient, c'est que par rapport au le travail, c'est une cible pour soutenir leur établissement, mais c'est aussi une norme sociale dans la vie adulte. Puis, ce que ça peut faire pour certaines personnes en raison des difficultés que les personnes peuvent rencontrer par rapport à la sphère du travail, bien, ça peut amener la perception qu'elles sont des personnes marginales, puis à risque d'exclusion sociale. Fait qu'on voit hein, que c'est un rapport avec le travail qui est vraiment très, très important, puis vraiment chargé. C'est ce qu'on peut dire. Au niveau de leur rendement au travail, les défis qui ressortent sont au départ par rapport au choix d'emploi. Ce qu'on a vu dans une de nos études, c'est que souvent, il va être impulsif pour des raisons externes à la personne, pas en cohérence avec leurs préférences personnelles ou leur identité. On va voir aussi du sabotage intentionnel du lien d'emploi dans des moments charnières, si il y a des moments où il y a un échéancier, où il y a une promotion potentielle, par exemple. De l'absentéisme qui peut mener à la perte d'emploi. Bien sûr, les conflits interpersonnels étant au cœur du trouble de la personnalité limite. Des stratégies de réalisation des tâches qui ne sont pas toujours efficaces, de l'évitement de certaines tâches, procrastiner, par exemple. Des défis sur le plan cognitif, particulièrement au niveau des fonctions exécutives, planification, prise de décision. Et enfin, dans nos études, on a vu souvent un pattern de surengagement. C'est une sphère de la vie très importante et pour certaines personnes avec un TPL, ils vont donc vouloir bien performer au travail, se démarquer au travail, recevoir de la reconnaissance au travail et donc vont surinvestir le travail. Quand on pense réadaptation au travail ou accompagnement retour en emploi avec les personnes qui vivent avec un TPL, on va plus loin que juste l'accompagnement au travail. Souvent, avec d'autres clientèles, avec donc les interventions probantes, quand on examine les interventions probantes autour du retour au travail ou d'intégration en emploi, on va mettre juste l'emphase sur l'emploi. Donc, les capacités au travail, l'aptitude à retourner travailler, les liens avec les employeurs, mais on ne regardera pas nécessairement le reste de la vie. Avec les gens qui ont un TPL, ce que nous, on a documenté, c'est que l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle est particulièrement difficile. On voit souvent que les gens ont peu d'activités signifiantes à l'extérieur du travail, vont avoir des routines irrégulières, vont avoir des problèmes de sommeil, qui fait que c'est important de regarder aussi l'usage du temps, pas juste au travail, mais à l'extérieur de celui-ci. Alors ici, on a vu que, bien sûr, il y a beaucoup d'écrits sur les facteurs personnels qui influencent la participation au travail, mais nos travaux, nous, ont aussi regardé les facteurs dans l'environnement qui vont influencer la participation au travail. Donc, sur le plan des facilitateurs, ce qu'on a vu dans notre étude avec Cathy Dahl et Marc Corbière et d'autres auteurs, c'est que c'est important et souhaité par les personnes avec un TPL que le travail, le type de travail, le milieu de travail, donc avec toutes ces conditions, les tâches à faire, les responsabilités attendues, que ça soit le plus clair possible. Ça, c'est un facilitateur. Que dans le milieu de travail, il y ait de la souplesse pour avoir des soutiens naturels ou des accommodements
qui vont être, par exemple, avoir du mentorat d'un collègue ou bien ça peut être travailler dans un espace, un bureau fermé ou un endroit plus calme pour être moins distrait, par exemple. Et si la personne a besoin d'un arrêt de travail, ce que nous, on suggère avec notre étude, avec nos consultations qu'on a menées dans ce projet-là avec Cathy, donc, c'est qu'il soit le plus tôt possible, qu'il soit temporaire, puis que la durée soit claire également et co-déterminée, là, en prise de décision partagée, mais claire. Au niveau de l'environnement, les obstacles à la participation au travail, qui demeure, qui ressort non seulement chez nous, mais dans l'étude de Hurling, c'est plus aux Pays-Bas, puis ils ont vu la même chose, c'est la tendance, malheureusement, à travailler en silo. Donc, les systèmes étant concernés par une intégration en emploi ou un retour au travail, travaillent en parallèle. Donc, le système de santé offre des interventions cliniques, les assureurs, les organismes en employabilité peuvent voir les mêmes clients, mais on ne le sait pas toujours. C'est pas toujours fait en collaboration d'une manière précise. Et donc, ça, on sait par les données probantes en santé mentale et travail que si on travaille étroitement en collaboration et bien coordonné, que notre communication est efficace, c'est un facteur de prédiction de retour au travail durable. L'autre aspect qui ressort, c'est la stigmatisation encore présente de la part des assureurs, de la part d'employeurs, qui peut venir influencer au moment de l'embauche. Il va y avoir parfois aussi des mises à pied rapides, de l'exclusion à cause du diagnostic dans les services en employabilité. Puis, ce sont des personnes à risque de se retrouver plus isolées dans le milieu de travail. Alors, il a été documenté là, que parfois, à cause des difficultés relationnelles, bien, ils ne recevront pas beaucoup de soutien de la part des collègues, qui peut être un frein au maintien en emploi. Donc, ça nous a amené, moi et mes collègues Marc Corbière et Cathy Dalle, à faire ressortir des thèmes clés qu'on retrouve dans une intervention. Je vous en glisserai un mot tantôt, mais ici, des thèmes importants pour soutenir le retour en emploi des personnes avec un TPL. Alors, premièrement, les deux premiers thèmes que vous voyez, ils sont vraiment en lien avec la consolidation de l'identité. On le sait que l'identité, elle est fragile quand on vit avec un TPL. Elle est fluctuante, vulnérable au regard des autres. Bien, ça s'applique aussi à la sphère professionnelle. Donc, prendre vraiment un moment avec la personne pour faire un travail introspectif sur l'importance du travail, le sens du travail pour la personne, puis sa connaissance de soi en tant que travailleur, c'est vraiment un pilier très, très important. Ensuite, non seulement les stratégies que vous leur offrez, donnez, avec lesquelles ils jouent et se pratiquent, qui vont les aider énormément au niveau de leur régulation émotionnelle, sont extrêmement importantes pour maintenir leur bien-être et leur rendement au travail, mais également d'avoir dans sa boîte à outils des stratégies pour gérer son énergie et sur le plan cognitif. Je vais revenir avec ça dans quelques instants. Comme je vous disais, donc non seulement aborder le travail, mais de le regarder plus largement dans son mode de vie. Puis, bien sûr, les relations interpersonnelles, c'est un aspect à examiner, à travailler avec la personne, mais à appliquer vraiment concrètement avec le collectif de travail. Donc, avec le supérieur immédiat en particulier et les collègues de travail. Pour les prochaines minutes, je vais juste approfondir les 4 premiers thèmes. Les relations interpersonnelles, si vous offrez des services de thérapie, ben, je sais qu'un des grands volets examinés avec les personnes et travailler avec les personnes, ce sont les relations interpersonnelles. Donc, je vais moins y revenir pour aujourd'hui. Juste retenir que
dans l'accompagnement au retour en emploi, ben, il faut des moments où on applique ça quand la personne va se retrouver en relation avec son supérieur immédiat et ses collègues. C'est vraiment le message ici. Donc, je voulais aujourd'hui vous amener vers des pistes. Alors, on y va. Euh, pour l'importance du travail, et l'accompagnement autour de ces réflexions-là, ben, c'est bien aidant quand on y greffe, par exemple, des questionnaires qui sont validés, qui favorisent cette réflexion-là pour les personnes, puis l'identification de ce qui est important, qu'est-ce qui est bienfaisant. Ils rattachent le travail à quelle valeur dans leur vie. Qu'est-ce que ça représente aussi le fait d'être sans emploi? Alors, puis ça passe par des échanges avec vous, des échanges entre pairs si vous intégrez ça dans des interventions de groupe ou encore en présentant des témoignages de personnes avec un TPL qui se maintiennent en emploi. Ou s'il y a des études du même genre que vous pouvez partager, ça peut alimenter cette réflexion-là. Puis pour la connaissance de soi comme travailleur, là, je vous ai mis un site d'une chaire de recherche en santé mentale et travail qui est la chaire de recherche de Marc Corbière. Puis là, il y a vraiment une belle boîte à outils potentiels, pertinents, qui peuvent aider la personne avec un TPL à faire vraiment une réflexion qui est ancrée sur plein de facettes en lien avec le travail. Puis la connaissance de soi, bon, par expérience, ce sont des personnes qui se connaissent au fil du temps, hein. Quand ils sont avec vous, ils sont en thérapie, puis ils sont beaucoup, beaucoup dans une démarche de connaissance de soi. Mais là, on les amène aussi à regarder qu'est-ce qui est important comme condition de travail, comme aspect dans l'environnement physique, puis dans l'environnement social au travail. Donc, nous, par exemple, dans notre intervention, on utilise le Workplace Attractor Scale, qui est en français, là, qui a été développé par Marc Corbière. Puis là, l'accent est vraiment mis sur qu'est-ce qui est important pour moi dans l'environnement physique, dans l'environnement social au travail. Donc ça permet vraiment au niveau du travail identitaire de mettre des bonnes bases pour vérifier si l'emploi dans lequel je retourne me convient vraiment ou quels accommodements m'aideraient à bien fonctionner au travail ou je pense que je dois aller vers un changement d'emploi ou j'aimerais aller vers tel type d'orientation professionnelle. Pour sa boîte à outils qui aide à bien fonctionner au travail, je me base ici sur les résultats d'une étude qu'on a publiée où on a eu le partage de plus de 100 personnes avec un TPL qui avaient un emploi et se maintenaient au travail. Donc, ils nous ont donné différentes stratégies. Et par rapport au rendement au travail, vraiment, le cœur, là, c'est le concept sur lequel s'attarder, c'est la charge mentale. Donc, qu'est-ce qui aide la personne à garder une charge mentale au travail qui demeure confortable? Alors, par exemple, pour organiser les tâches et planifier celle-ci, ben, les gens dans notre étude nous ont dit qu'ils vont prioriser en fonction de leur niveau d'énergie, les échéanciers, l'urgence de la tâche à compléter, le degré de complexité aussi de la tâche à faire et la mise en place de rappels structurés. Ils vont aussi être très sensibles à leur environnement physique et avoir besoin que les distracteurs soient limités. Nous ont souvent partagé qu'ils ont besoin d'être dans leur bulle, fait que plusieurs vont écouter de la musique ou un balado. Ils vont aussi s'organiser pour qu'au niveau sensoriel, l'environnement ait un effet apaisant. Ça prend différentes formes personnelles, mais c'est des exemples donc qu'ils nous mentionnaient. Pour le travail dans un mode de vie, bien là, c'est directement en lien avec nos champs d'intérêt comme ergothérapeute et donc la boîte à outils, c'est un autre site web d'un modèle
qui est un modèle de promotion de la santé par l'activité signifiante. Et à l'intérieur de ce site web-là, il y a toutes sortes de ressources, dont une section où il y a des outils, des questionnaires auto-administrés sur l'équilibre de vie. Alors, vous voyez des abréviations, c'est le Occupational Balance Questionnaire, l'inventaire de l'équilibre de vie, il y a le Occupational Questionnaire qui sont tous autour du même style de questionnaire auto-administré ou d'agenda d'emploi du temps où les gens vont réfléchir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est important, ma satisfaction envers l'usage de mon temps. Et ça ouvre la porte vraiment à regarder à l'extérieur du travail, comment j'active ma résilience, comment je m'occupe de ma santé physique, mon bien-être global, ma connexion, etc. Je reviens sur le message que le retour en emploi, c'est une responsabilité collective. Donc, c'est pas juste à la personne personnellement de travailler ses incapacités ou ses difficultés. C'est vraiment un arrimage entre, oui, ces éléments-là, mais aussi un milieu de travail, euh, un travail en équipe pour identifier quelles seront vraiment les conditions gagnantes pour un retour en emploi ou l'intégration dans un nouvel emploi qui sera durable. Donc, c'est essentiel de travailler intersystème, puis de regarder des aménagements qui sont réalistes, qui sont prioritaires et applicables, parce que c'est sûr que je pourrais entendre de votre part, ouais, mais ils vont dire que tout serait important, puis ils aimeraient tous ces aménagements-là, puis ce ne sera pas toujours réaliste. Ben, l'idée, c'est un accompagnement pour trouver des aménagements prioritaires, puis que tout le monde est en mesure de mettre en place, là, évidemment. Mais c'est un facteur bien démontré de maintien de l'emploi durable quand il y a des aménagements qui sont mis en place. Puis des fois, l'aménagement, c'est un retour progressif, par exemple. Alors, moi, j'ai lu votre vignette, fait que je vous entends après avec joie sur euh, vos, euh, votre échange sur celle-ci, mais je l'ai lu et je ne pouvais pas m'empêcher de voir cette personne comme un candidat type qui pourrait profiter de l'intervention qu'on a développée. Alors, Hélène Poitras, qui est avec nous, connaît Biwi, puisque Biwi, c'est une intervention qu'on a développée avec Marc Corbière et Cathy Dalle, avec différents cliniciens, cliniciennes partout au Québec, avec des personnes avec un TPL. Et en ce moment, on est en train d'évaluer sa mise en œuvre dans différents milieux de pratique, dont le milieu où Hélène travaille, donc elle connaît bien. Et c'est une intervention, donc, qui est vraiment spécifique à l'intégration en emploi de personnes avec un TPL qui sont sans emploi ou qui sont en absence maladie depuis longtemps ou la sphère professionnelle, même s'ils ont un lien d'emploi, ils ont beaucoup d'appréhension à retourner à cet emploi-là, beaucoup d'ambivalence. Donc, BWI s'adresse à ces personnes-là, puis on travaille conjointement, donc des ergothérapeutes des services cliniques et des conseillers, conseillères en emploi d'organismes en employabilité de manière simultanée du début à la fin, à différents moments là, clés, mais on travaille ensemble là, tout au long. C'est principalement une intervention de groupe sur 9 semaines avec une rencontre individuelle à la mi-parcours. Alors, on aborde tous les thèmes dont j'ai parlé aujourd'hui et plus, bien sûr, et c'est une approche qui est intégrative. Donc, elle n'est pas, c'est pas une approche TCD, c'est pas une approche de mentalisation, c'est pas une approche psychodynamique, c'est une approche intégrative qui est principalement fondée sur l'apprentissage expérientiel chez l'adulte. Alors, j'en dis juste quelques mots ici, puisque ce que je vous dis sur les thèmes, les pistes, ben, c'est entre autres intégré dans cette intervention-là. Alors voilà pour moi. Ici, c'est ma liste de références. Donc, effectivement, si vous voulez avoir accès, vous aurez aussi la liste de références là, clés là, autour de cette thématique.
Merci énormément pour cette présentation. On aurait du temps là, pour des questions. Oui. Donc, n'hésitez pas là, à lever la main ou aller dans le clavardage de Sarah pour poser vos questions. Donc, on va y aller tout de suite avec Valérie Lamarche. Juste dire votre nom, puis